Avec nous ce soir, Anne Dulioust, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes depuis 3 ans médecin généraliste à l'hôpital de la prison de Fresnes et vous racontez cette expérience dans un livre paru il y a quelques semaines. Ça s'appelle « Avoir la force de s'indigner ». Alors je voudrais qu'on parle de la réforme pénale discutée depuis aujourd'hui par les députés, réforme présentée par la garde des Sceaux Christiane Taubira, après avoir été retardée de plusieurs mois. Avant d'évoquer les prisonniers malades, les femmes enceintes en prison, sujet qui vous tiennent à cœur, Anne Dulioust, que pensez-vous de cette nouveauté introduite dans la loi, si elle est votée, que ce qu'on appelle la contrainte pénale, c'est-à-dire une sorte de mise à l'épreuve pour les condamnés à des peines de prison de moins de 5 ans. Est-ce que vous pensez, compte tenu de ce que vous avez vu et de ce que vous savez du milieu carcéral, qu'il faut encourager ces formes d'alternatives à la prison ? Oui, tout à fait. Je pense que c'est vraiment extrêmement important. Les différentes études l'ont montré. Les personnes qui travaillent en prison le savent. Finalement, la prison, la première incarcération fait le lit de la deuxième incarcération, de la troisième incarcération. Et en fait, il faut à tout prix éviter la première incarcération pour une courte durée. Ce matin, j'entendais Pierre Botton dire qu'il faut arrêter de mettre des gens pour des délits routiers, de permis de conduire en prison. Je pense qu'il a tout à fait raison. Lui-même qui a fait de la prison. Lui-même qui a fait de la prison et qui a dit c'était justifié. Il y a des raisons de mettre des personnes en prison. Je ne suis pas contre la prison, mais il faut éviter la première incarcération quand les délits ne sont pas gravissimes pour permettre à la personne de s'insérer dans la société. Et en prison, on ne s'insère pas actuellement. Donc quand Christiane Taubira et ceux qui ont préparé ce texte disent ce genre de peine probatoire, ça va être un bon moyen de lutter contre la récidive, vous pensez qu'ils ont raison, c'est une bonne piste ? Pour moi, c'est une bonne piste. Il faut que ça permette un retour à une socialisation de la personne sous contrainte. Il faut qu'elle ait des contacts. C'est pas l'isolement en prison, l'isolement affectif, l'isolement de la société qui va pouvoir mettre une insertion. On vit tous en société et il faut que cette contrainte pénale permette de nouveau cette socialisation de la personne sous contrainte. Mais avec un suivi quand même assez rigoureux de la justice. Avec un suivi tout à fait rigoureux. Il faut que ça permette un retour à l'emploi. Alors, autre point, la fin des peines planchées qui avait été instaurée sous Nicolas Sarkozy. Ça, c'est une bonne chose que ça disparaisse, même si on sait qu'elles n'étaient pas totalement appliquées dans les dernières années. Oui, je pense que c'est une bonne chose parce qu'en fait, il y a toujours... ça permettait une justice plus rapide qu'on avait peut-être certains pensaient plus équitable. On mettait des peines planchées pour certains délits. Mais en fait, un cas n'est pas forcément comparable à l'autre. Et je crois qu'effectivement, ne pas systématiser forcément les peines est une bonne chose. Ouais. Et puis on a observé plutôt un rallongement des peines, oui, finalement. Oui, exactement. C'est qu'on a rallongé les peines planchées. En fait, ont empêché les juges d'adapter à une situation et de raccourcir des peines qui auraient pu être raccourcies avant l'existence de ces peines planchées. Alors Anne Dulioust, je le disais, l'un de vos chevaux de bataille, c'est normal puisque vous êtes médecin, c'est l'attention qui doit être portée aux malades en prison. De ce que vous voyez quotidiennement à l'hôpital de Fresnes, vous diriez que les malades sont moins bien traités en prison que s'ils étaient dans un hôpital normal ? Non, je ne dirais pas ça. Je dirais que le service médical rendu dans les unités de consultation dans les prisons, c'est des services qui ont tout à fait une bonne efficacité. C'est difficile de travailler en prison, on a des contraintes supplémentaires. Et vraiment, moi, je remercie tous mes collègues qui travaillent dans les prisons parce qu'ils font un travail extrêmement difficile, un travail de dépistage très difficile. Alors, toutes les prisons ne sont pas égales, mais je pense que le travail de dépistage, il y a des gens qui ne seraient jamais soignés s'ils n'étaient pas incarcérés. Par ailleurs, ensuite, il y a accès à l'hôpital de Fresnes et à toutes les autres unités sanitaires qui permettent l'hospitalisation. Alors ensuite, il y a des inégalités territoriales qui existent partout en France. Selon les prisons. Selon les médecins qui y travaillent, mais qui existent également pour le citoyen lambda. Il y a des inégalités dans les territoires de santé et on le sait très bien. C'est plus facile d'être soigné pour un cancer à Paris, dans une grande ville, que quand on habite la Creuse, la Corrèze ou le Lot, que je connais bien, des régions que je connais bien, où on va systématiquement à Paris ou à Bordeaux. Alors l'une des choses que vous demandez, vous en parlez d'ailleurs dans votre livre, c'est que l'on soit moins tatillon, moins exigeant au niveau des expertises, notamment pour les malades qui sont en fin de vie, qui sont emprisonnés et qui n'ont que quelques jours, quelques semaines, quelques mois à vivre.
Oui, parce que quand les peines ont été lourdes, quand il y a récidive, il y a d'une part obligation de 2 expertises faites par des médecins somaticiens et qui soient concordantes. Donc déjà, il faut le délai pour obtenir 2 expertises par des médecins somaticiens. Donc suivant la pathologie, on va nous envoyer un pneumologue, un neurologue. Et puis par ailleurs, quand il y a eu récidive et condamnation à plus de 15 ans, il faut une expertise psychiatrique. Tout ça peut prendre des mois. Donc moi, j'ai pas le temps. Le patient n'a pas le temps d'attendre des mois pour être libéré, sa Donc, famille selon n'a vous, pas on le temps. pourrait se contenter Se contenter d'une expertise de l'avis du médecin traitant. chef, du médecin traitant de la prison. D'accord. Autre point, Anne Duluste, ça concerne les femmes enceintes. Est-ce qu'on doit permettre à une détenue qui vient de mettre au monde un enfant de l'accompagner hors de la prison? Parce que certains députés réclament, par exemple dans le cadre de ce texte, que l'on autorise une femme qui vient d'accoucher à accompagner son bébé pendant les 18 premiers mois de sa vie hors de la prison. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est une bonne chose parce que ça va pouvoir permettre de créer ces liens familiaux, les liens mère-enfant, mais les liens mère-père parfois, quand le père est présent, mère-grand-parent, mère, il va bien falloir que quelqu'un s'occupe de ce bébé lorsqu'il aura 18 ans et permettre d'avoir créé une relation harmonieuse autour de cet enfant et autre chose que la prison lui permettra à lui, plus tard, de grandir harmonieusement. Et je pense que les premiers mois de la vie sont très importants et que, effectivement, être élevé en prison, c'est pas quelque chose de complètement normal. Mais qu'est-ce qui se passe au bout de 18 mois? La mère revient en prison Ben, et le bébé? Et le bébé est confié à des personnes qu'il connaît. Ça, c'est l'idéal. S'il ne connaît personne, il faut que la mère soit, bien entendu, suivie pendant ces 18 mois, peut-être dans des maisons d'accueil pour mères célibataires avec enfants, il en existe, et qu'ensuite, au moins, il y a un lien qui se soit passé entre l'enfant, les éducateurs, mais que ça ne soit pas une sortie brutale d'un enfant qui est avec sa mère, qui a des éducateurs, des pouponnières, enfin des personnes qui sont là, et qui, au bout de 18 mois, se retrouvent confiées à des personnes qui lui sont étrangères. Je vous remercie, Anne Merci Duluste, beaucoup. d'être venue dans Europe Nuit.